Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le 4 juin, nous sommes installés à l'école Bellecour, à Confluence, à Lyon, pour un deuxième numéro, une deuxième émission. Le 30 avril, nous avons parlé de réemploi avec la géographe Laetitia Mongeard et l'architecte Amandine Rioux. Et avec l'heure qui vient, nous aborderons une notion, celle de l'hospitalité, afin de savoir si, dans la fabrique des espaces et des objets, elle peut se conjuguer avec un souci bien légitime d'opérationnalité. Donc, une voie possible, écouter et entendre les réalités vécues par les personnes pour qui l'espace n'est pas qu'une affaire d'accessibilité. Mais alors, comment procéder ? Donc, nos invités ce soir ont des pistes à nous partager. Sarah Degouy, vous êtes architecte, designer d'espace et artiste. Et vous dites, c'est une première question, bonjour, bonsoir, et vous dites travailler uniquement sur des projets publics pour toucher largement et que c'est un engagement. Hein. Donc, quel est-il, cet engagement ? Oui, c'est vrai que ça fait 17 ans que j'ai créé mon atelier et assez vite, j'ai travaillé pour des équipements publics, notamment des écoles, et puis des espaces publics. Et j'ai toujours trouvé ça plus intéressant de toucher un large public. J'ai eu quelques commandes quand j'ai créé mon atelier de commandes privées. Quand on commence, on a des plus petits projets. Et c'est vrai que ça m'a moins intéressée. Je trouvais que ça touchait, qu'il y avait moins d'enjeux. Et donc rapidement, j'ai vraiment choisi de ne travailler que pour quasiment que des projets publics, donc d'espaces publics, d'équipements publics, d'installations artistiques pour le grand public. Donc, arriver à toucher le plus de personnes possible parce que, par définition, un espace public, il est ouvert à tous. Quand on travaille dans une école, on voit tout de suite l'impact que ça a sur les enfants, sur ceux qui utilisent l'école. Et ça me touche d'autant plus. Mais il y a malgré tout, dans cette idée de l'engagement en direction d'un public le plus large possible, puisque c'est ça que vous dites, ça pourrait être aussi travailler, par exemple, pour une fondation privée qui serait un espace ouvert au public. Donc, ce serait une commande privée, mais à destination d'un public plus large. Et là, pour vous, l'engagement resterait-il le même ? Disons que c'est intéressant parce qu'il est ouvert au public, donc c'est vrai que ça a un intérêt pour ça, et en même temps c'est pas tout à fait la même chose. Moi j'aime bien la notion de partage, d'espace partagé, collectif, et public par définition. C'est pas tout à fait la même chose qu'une fondation privée. Travailler pour par exemple je travaillais pour le Centre Pompidou, c'est une institution publique, et pour moi, ça a plus de sens de travailler dans ce sens-là. Voilà. Je vous remercie. Marie-Cécile Godwin, vous êtes designer critique, enseignante en particulier à Strat, donc vraiment à 2 pas d'ici, à 2 pas de l'école Bellecour où nous sommes. Et l'une des voies que vous empruntez est de construire ce que vous appelez une légitimation pour ériger une communauté de concernement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots, s'il est possible? Oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu l'idée que construire pour le public, le grand public, demande également de leur demander un petit peu leur avis sur les usages, sur ce qu'ils vont faire des espaces et légitimer leur droit à le faire. Donc, travailler pour le public, dans le public et pour le public, ça veut dire aussi qu'on s'apprête à être parfois dérouté par les retours. Il y en a beaucoup, j'imagine dans ta pratique aussi, Sarah, des gens qui viennent parfois s'emparer de ce qu'on a construit. Et là où le concernement vient nous aider, nous, en tant que designers redirectionnistes, puisque c'est un des éléments, un des outils qu'on utilise en redirection écologique, une des pratiques que je fais, c'est de construire des liens entre des personnes qui ont les mêmes problèmes.
Donc c'est très design, hein, ça c'est identifier un problème, un écueil, un truc qui gratte, quelque chose. Donc voilà, on sent qu'il y a un espace public qu'il va falloir modifier, ne serait-ce que dans les trajectoires qui sont offertes. Là, avec la communauté de concernement, on réunit des gens qui vont avoir un peu les mêmes problèmes, mais au sens ils sont attachés à des choses. Voilà, moi je suis attachée à mon quartier, je suis attachée au fait qu'on y trouve des bancs publics. Je veux pas les voir disparaître. Pas pour les mêmes raisons que la personne à côté de moi, mais cette personne, elle va quand même avoir le même concernement de ne pas voir disparaître son banc public. Et grâce à ça, ça nous fait un outil un petit peu de ralliement, de médiation, pour qu'on puisse ensuite parler à ces gens et qu'ils puissent aussi développer ensuite une pensée critique et constructive pour dire finalement, nous, on veut bien ça. On pourrait le dire autrement, peut-être une communauté d'intérêt, quand vous dites communauté de concernement, communauté d'intérêt comme base de discussion pour ensuite avancer sur le projet. La question participative est au cœur de vos démarches à toutes les deux. Sarah Deguy, vous dites que à minima 80% de vos projets sont faits de manière participative et les citoyens ou le public, je ne sais pas comment, ou les habitants, je ne sais pas comment les appeler, avec lesquels vous travaillez, est souvent un jeune public. Et donc, comment procédez-vous sur la question participative, c'est-à-dire dans ce processus particulier, au-delà peut-être d'une communauté d'intérêt ou d'une question commune qui est posée et qui intéresse tous, comment procédez-vous? Et peut-être de manière différenciée selon tel ou tel projet, bien sûr. Oui, alors moi, ça fait depuis le début de mon atelier que je travaille de cette manière-là. C'est-à-dire que j'intègre les usagers au processus de conception du projet. C'est arrivé un peu par hasard au départ. J'ai eu un premier projet il y a 17 ans pour un centre socioculturel à Saint-Étienne où le directeur était très engagé et m'a dit « mais moi, j'aimerais bien que les enfants y participent au projet ». Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y avait 80 enfants, ils voulaient faire tous participer. J'ai travaillé pendant plusieurs mois, toutes les semaines avec les enfants. Ça a commencé à 3 ans, ça finissait jusqu'à 12 ans. Et en fait, ça a été un vrai projet formateur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je trouvais vraiment intéressant de travailler de cette manière-là, parce qu'on passe vraiment du temps avec les usagers qui sont les experts de leurs espaces, et surtout ça nous permet aussi, dans une société où aujourd'hui on nous demande d'aller vite, même nous en tant que concepteurs, on doit aller vite, on doit travailler sur tel projet, un concours en 2 mois, il faut tout penser, et en fait c'est pas possible. Donc là, c'est comment on reprend du temps avec les usagers pour co-construire un cahier des charges. C'est souvent de cette manière-là que je travaille, c'est-à-dire que j'essaie d'intégrer les usagers au processus le plus tôt possible. C'est-à-dire dès lors que je commence un projet, je fais toute une série d'ateliers pour pouvoir amener à une écriture d'un cahier des charges et ensuite engager la conception du projet. Donc je le fais vraiment en amont pour que ça soit pris en compte dans le projet futur. Mais comment on fait un atelier avec 80 enfants ? Alors, on ne le fait pas avec 80, on fait des sous-groupes et surtout, on le fait par niveau, parce que, évidemment, on ne parle pas de la même manière à un groupe d'enfants en maternelle qu'avec des plus grands de CE1 ou CE2. Donc, j'ai appris à adapter mon vocabulaire, les outils avec lesquels je travaille pour que ça soit adapté à tous les âges. Donc, en général, je peux travailler avec une classe entière sans souci, jusqu'à 25 personnes. Mais évidemment, quand je travaille sur des écoles, et notamment j'ai fait beaucoup de projets de cours de récréation en co-conception avec des enfants, je travaille avec une classe que j'appelle la classe pilote, ou 2 classes dans une école s'il y a une partie maternelle, une partie élémentaire. Et donc, c'est eux qui sont les ambassadeurs, on va dire, de la concertation au niveau de l'école. Et souvent, il y a aussi la classe, elle se doit d'aller interroger les autres. Donc, on crée des outils de questionnaires, etc. Et donc, ça permet aussi d'infuser, d'aller voir aussi dans les autres classes s'il y avait des demandes spécifiques. Mais en général, une classe, ça permet quand même d'avoir un panel d'usagers, de savoir, à travers différents profils dans une même classe, de comprendre pour chacun quels seraient leurs besoins et leurs aspirations.
autour d'une communauté d'intérêt qui est peut-être la cour de récréation. Et je pense que là-dessus, ils doivent tous être à peu près d'accord. De votre côté, Marie-Cécile Godwin, vous parlez du design de la délégation. Donc je pense, en rebond de ce que vient de dire Sarah Deguy, qui est peut-être une délégation qui se construit. C'est-à-dire que comment on avance jusqu'à la délégation. Est-ce qu'il y a un processus d'acculturation pour ensuite pouvoir déléguer les choses ? Oui, il y a un processus d'acculturation, tout simplement déjà parce qu'on n'est pas habitué. Même nous, en tant qu'usagers, usagères, quand on sort de notre job de designer ou d'architecte et qu'on revient dans la société civile, on n'est pas forcément, par exemple, on se sent pas forcément légitime de critiquer un espace particulier ou un endroit ou un processus, commercial. Enfin, vous voyez, c'est tout un cheminement qu'il faut faire aussi pour être acculturé, pour s'acculturer. Là où on parle de délégation, moi j'en parle pour justement différencier le design de commande, le design qui se fait hors des préoccupations des usagers, d'un design qui viendrait commencer par minimiser son intervention, ensuite déléguer aux personnes qui vont utiliser ce qu'on va designer leur design et leur réalisation. Alors, on ne peut pas non plus déléguer la réalisation d'une cour d'école à des enfants de 6-7 ans. Je pense que ce serait compliqué. Enfin, en tout cas, les résultats seraient sûrement très surprenants. Mais en tout cas, il est tout à fait possible d'inclure les personnes. Alors, c'est un travail et de médiation et de transmission d'outils qui se fait également énormément en atelier, qu'on fait avec les gens. En co-design et ensuite écoutez, partez avec ce que vous avez trouvé, partez avec ce qu'on vous a donné et sentez-vous légitime de le faire. Et aussi de médiation, justement, pour ne pas avoir juste à dire sentez-vous légitime d'intervenir sur votre entourage, simplement leur expliquer que oui, ce sont ces personnes qui sont expertes de leur milieu. Donc on va travailler avec elles pour dire mais nous on est designers mais on n'est pas supérieur à vous, quoi. Vous avez tout à fait la légitimité de faire les choses aussi. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises cette question, je fais un petit pas de côté par rapport à ce que j'avais imaginé, cette question de la légitimation. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus. Je ne sais pas, et j'aimerais que vous puissiez m'apporter des réponses sur ce terme. Est-ce que vous avez des publics, qu'il s'agisse d'une classe d'enfants, qu'il s'agisse d'un musée ou d'une classe d'étudiants, bon, peu importe la situation, est-ce que vous avez affaire à des publics qui sont, très hétérogène, avec un sentiment d'une parole légitime, ou est-ce que vous êtes face à de l'hétérogénéité, avec certains qui se sentent plus légitimes que d'autres à prendre la parole, à avancer dans la conversation, dans l'interaction ? Comment ça se passe ? Parce qu'on sait très bien que ça se construit, cette question d'une parole légitime, et que nous ne sommes pas tous égaux dans ce domaine. Mais est-ce que dans les projets sur lesquels vous avez travaillé l'une et l'autre, ou dans le cadre d'enseignement, vous êtes confrontés à cette question de l'hétérogénéité et de la légitimité ? Peut-être Sarah Deguy. Alors moi je dirais que je n'ai pas en tête vraiment de situation de blocage parce que j'essaye vraiment dans le processus d'aller en crescendo, c'est-à-dire que évidemment la concertation c'est pas dire qu'est-ce que vous voulez, on fait une liste à l'après-vert, c'est pas ça, on a vraiment un processus qui se construit sur au moins 6 séances, 6 demi-journées en général, par exemple une cour de récréation. Et donc, on a d'abord découvrir le métier de designer, d'architecte, le vocabulaire, dire qu'on peut faire tout ça. Et puis, petit à petit, montrer les outils qu'on utilise, le plan, la coupe, la maquette, le photomontage, faire des petits exercices pour se repérer dans l'espace, etc. Et puis, plus on avance dans les ateliers et plus on parle des espaces que l'on va questionner, et donc à partir de là on s'est déjà passé 3 séances et on avance en fait dans la réflexion collective et aussi individuelle. Il y a toujours des temps de travaux, des travaux qui sont plus individuels et puis des temps collectifs. Et je pense que déjà ce temps long il est nécessaire pour que chacun soit à l'aise de parler.
Et surtout, voilà, j'essaye de les mettre à l'aise en disant que moi, j'ai aussi autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi pour repenser les espaces. Et donc, il y a un vrai travail. Moi, je suis à l'écoute. C'est un partage. Il y a un enrichissement qui s'opère. Et les enfants, bon, évidemment, ont moins de difficultés à s'exprimer. Donc, c'est un public super pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très optimistes. Ils ont envie. Après, évidemment, il y a des différences entre les enfants. Il y en a qui prennent plus de place que d'autres. Et donc là, c'est comment on redonne aussi la parole, justement par ces exercices à la fois individuels et collectifs, à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'exprime, ceux qui n'ont pas forcément osé aussi. Et puis, on questionne, évidemment, ce n'est pas que ceux qui lèvent la main. Donc, voilà. Après, dans le public adulte, il y a plus de timidité parfois dans les citoyens, mais en même temps, ceux qui viennent, ils sont aussi engagés, ils ont envie de participer. Souvent, voilà, ils viennent parce qu'ils ont envie. Donc, on n'a pas forcément cette question de la légitimité. C'est-à-dire que s'ils viennent, c'est qu'ils pensent qu'ils sont légitimes. Et puis, voilà, des cas particuliers. Par exemple, j'ai travaillé une fois dans un CHU, donc un hôpital de jour pour les adolescents en situation d'anorexie ou de boulimie. Et là, moi, je suis là plutôt... Je ne me sentais pas légitime au départ. Moi, je ne connais rien à ce service, à ce milieu. Et donc, moi, je viens plutôt là en temps d'immersion, d'observation, où je suis là juste pour voir et à essayer de comprendre. Et là, il y a un vrai dialogue qui s'opère avec les soignants d'abord pour essayer de comprendre ce que je peux faire, quels ateliers on peut mettre en place. Et puis, petit à petit, il y a la rencontre avec les patients et on peut co-construire quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose qui est complémentaire. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas imaginé faire les ateliers que j'ai faits, aller jusque-là sans les soignants. Et eux non plus, je pense. Ils n'avaient pas pensé que... ils m'ont dit, les patients, ils ont vraiment exprimé beaucoup de choses. Alors, des fois, je me disais, ah bon, vous trouvez parce que je les ai trouvés parfois très timides, très ténus. Et en même temps, ils m'ont dit, mais non, vous ne vous rendez pas compte. En fait, pour eux, c'est énorme. Donc, après, chaque projet est différent, évidemment. Mais j'ai jamais eu vraiment cette problématique-là, moi, personnellement. Peut-être sur cette question de la légitimation de la parole ou de la posture, on va dire. Donc, de votre côté, Marie-Cécile Godwin. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sarah. Je ne connais rien. C'est tout à fait le point de départ. C'est assez drôle parce que finalement, c'est le point de départ de tout projet de design. Moi, j'arrive, je ne connais rien. Je ne sais pas. Je fais partie d'un collectif avec 3 autres directionnistes. On s'appelle Interstice. Et donc, on a travaillé avec la ville de Lyon pour participer à toute l'aventure autour du rafraîchissement des cours d'école et des écoles notamment. Tout ce travail d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc des sujets très gais. Et il s'avère que notre premier élément d'action, c'est l'enquête. Et l'enquête pragmatiste par John Dewey, c'est vraiment arriver en ne sachant rien, en effaçant totalement notre propre légitimité, en se disant les personnes qui vont vraiment nous renseigner, ce seront les agents d'entretien de l'école, les personnes qui s'occupent des locaux, de la cantine, des frigos, les ATSEM, etc. Et cette enquête, elle part de ça. Et elle part aussi, c'est vraiment fou d'aller voir des personnes qui se disent, mais voilà un agent d'entretien ou une agente qui nous dit, mais moi, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je ne me sens pas légitime à vous dire quoi que ce soit sur le sujet. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes qui connaissent précisément, avec granularité, ce qui se passe à l'école quand il fait chaud. Et qui vont pouvoir nous dire, alors oui, elles vont pas nous poser des réponses en disant, ah oui, il faut avoir telle personne, et puis il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Non, mais par contre, elles ont la connaissance de toutes les petites astuces qu'elles mettent déjà en place au quotidien, qui pourraient nourrir après des réflexions qui vont plus loin. C'est tout à fait vrai que les enfants ont plus naturellement une tendance à se sentir légitimes à participer. Et je trouve qu'effectivement, les adultes, ça se prouve dans toutes nos enquêtes pré-projet, en tout cas, ou au sein du début d'un projet, les adultes sont très très vite, nous sommes très très vite coincés par des idées préconçues, on ne pourra pas bouger ça, on ne pourra pas changer ça, on reste dans notre ligne de connaissances bizarrement et on se dit non, qui suis-je pour ? Et c'est tout ce travail de dire non, vous nous donnez le savoir, c'est grâce à vous qu'on va trouver des choses. En attendant une adaptation plus profonde au changement climatique, on va quand même changer l'école et on va le faire en bonne intelligence dans une communauté de concernement qui marchera bien, quoi, où tout le monde se sentira bien.
Je vous remercie. Et pour poursuivre, on va parler de pédagogie, on va parler d'outils, puisque vous avez là aussi évoqué la question des outils que vous mettez en place pour aller un peu plus loin. Sarah de Gouy, quel outil utilisez-vous pour d'une certaine manière, stimuler les imaginaires et faire progresser au sens d'avancer dans le projet, la formulation. Voilà, comment vous fonctionnez, justement? Vous pouvez choisir le projet ou les projets sur lesquels vous avez envie de vous arrêter, bien sûr. En fait, pour chaque projet, atelier, j'ai différents outils que je choisis. Donc, voilà, tout à l'heure, par exemple, je parlais du plan. Le plan, c'est vraiment très utile pour moi parce que ça permet ensuite, si les enfants ou les usagers savent se repérer dans le plan sur lequel on travaille, c'est un vrai outil d'échange. Donc, c'est un peu un point de départ dès lors qu'on avance sur les ateliers, c'est comment on arrive à se repérer dans un plan. Je fais un exercice assez simple où on a un très grand plan à 0, par exemple de la cour d'école, et donc on a un Lego et on positionne le Lego à un certain endroit. Et l'enfant doit se positionner dans la cour à l'endroit du Lego ou vice-versa. C'est-à-dire l'enfant se positionne sous un arbre, par exemple, et les camarades doivent dire c'est dans le plan, le Lego, on le met là, c'est lui, l'enfant est situé à cet endroit-là. Et en fait, on le fait 5-6 fois, et en fait, tout le monde sait se repérer à 1 mètre près dans le plan. C'est assez probant, c'est un exercice assez efficace qui permet ensuite de travailler de manière individuelle sur les plans, de travailler de manière collective sur les usages actuels, les usages à venir, etc., et de spatialiser vraiment les choses. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur la question de l'imaginaire, c'est autre chose. C'est-à-dire quand je travaille sur des ateliers thématiques, c'est-à-dire une fois qu'on a défini les premiers usages que l'on souhaite faire dans un espace, que ça soit par exemple dans une cour de récréation, si on travaille sur une cabane sur mesure, par exemple, j'aime bien apporter des livres d'illustration, un peu toutes les époques. Des illustrations, des gravures, etc. Ou des fois des récits, je lis des textes. Et en fait, ça vient nourrir l'imaginaire. Souvent, il n'y a pas... Enfin, voilà, on se dit que les enfants ont beaucoup d'imaginaire. En même temps, il y a aussi des fois une perte de l'imaginaire. Si on demande sans aucune réflexion, faites une cabane. On a beaucoup de maisons à 2 pans. Et en fait, ça m'est arrivé une fois de rater un atelier comme ça où c'était assez pauvre en fait ce qui arrivait. Et donc, je me suis dit, il faut que je refasse. Je ne veux pas rester sur cet échec. Il faut que je refasse cet atelier. Et la fois d'après, j'ai amené des livres et puis notamment un livre d'une souris architecte qui construit pour tout un tas d'animaux et qui adapte sa construction à la spécificité de chaque animal. Et voilà, chaque animal. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce livre pour ça. Et en fait, donc on a refait la séance à partir de ces récits et ces références. Et en fait, ils m'ont dit, mais on a le droit de faire ça? Alors, j'ai dit, oui, on a le droit de faire quelque chose sur pilotis, on a le droit de faire des formes complètement particulières, adaptées, parce qu'on aime bien prendre le soleil à tel moment, etc. Et donc là, il y a eu plein de choses super riches. Donc là, en fait, on voit quand même que c'est nécessaire de nourrir les imaginaires. Surtout aujourd'hui, les enfants ont un peu plus le nez sur l'écran. Et en fait, selon les endroits et les territoires dans lesquels j'interviens, je vois des différences maintenant, ce que je ne voyais pas il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, je vois quand les classes sont moins acculturées par les livres, etc. Et donc, j'essaie de pallier à ça en apportant mon regard et puis des choses aussi qui m'inspirent. Mais là, vous avez l'air de dire que les enfants, très vite, finalement, à partir du plan, qui est l'outil que vous utilisez pour qu'ils puissent prendre la mesure de l'espace, d'une certaine manière, un plan 2D, donc, c'est une culture pourtant qui est absente de nos écoles. Je veux dire, je ne parle pas de l'enseignement supérieur, bien sûr, mais il n'y a pas, à ma connaissance, mais
peut-être je me trompe, ça a peut-être changé, d'enseignement ou d'acculturation aux questions de l'espace, de l'architecture, du design, dans l'école publique pour tous. Et donc, il y aurait selon les outils qu'on utilise, il y aurait une intuition de l'espace. Il y aurait une intuition du volume de l'espace, de la manière dont on peut se déplacer dans celui-ci, dans sa perception, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, on le pratique, tout le monde pratique l'espace. Mmh. Un enfant, un adulte, etc. Et donc, peut-être de la pratique émerge en fait toute une série de codes et qu'on intègre, en fait une forme de connaissance sans pouvoir peut-être avoir les mots de celle-ci. Après, pour moi, malheureusement, en effet, ça devrait être enseigné. En école primaire, on devrait avoir des séances sur l'architecture, savoir regarder son environnement, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie, c'est complètement fondamental. Et c'est pas enseigné, malheureusement. Pourtant, le plan, on l'utilise tous les jours, même les enfants, quand on va dans le métro, etc. C'est comment on lit quelque chose, c'est une carte mentale. On va d'un point A à un point B, il faut savoir se repérer. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des blocages, alors même surtout adultes, c'est je ne sais pas m'orienter, je ne sais pas lire un plan, etc. Et c'est très très souvent que j'entends ça. D'ailleurs, souvent les enseignants des enfants me disent moi je ne sais pas me repérer dans le plan de la cour, et les enfants ils savent le faire, et puis eux-mêmes aussi, mais c'est un blocage mental. Et du coup, vraiment la question de cet outil universel, il est fondamental, parce qu'en fait il permet de transmettre l'information et de la spatialiser. C'est-à-dire qu'en fait ça permet de poser ses idées. Les enfants par exemple arrivent ensuite à repérer sur le plan leur espace préféré et pourquoi, et leur espace le pire et pourquoi. Et donc en fait après ça leur permet d'avoir une cartographie finalement de la cour. Et moi, quand je cumule les 30 ou 40 dessins ou plans que j'ai pu avoir, et bien évidemment il y a une information super intéressante, parce qu'en fait il y a des choses qui reviennent, il y a des espaces qui sont désagréables, il y en a qui sont agréables. Je fais des plans aussi climatiques sur la météo, donc en fait où est-ce que vous vous mettez quand il fait très chaud ou quand il pleut. Et là aussi, ça referait une cartographie spatiale de la temporalité et du climat, du temps, des saisons. Et il y a des choses qui se recoupent, évidemment. Donc ça, en tout cas, c'est un outil pour moi qui est hyper important et qui est en effet très peu utilisé au quotidien dans les classes. Et pour terminer sur ce point avec vous, Sarah Deguy, et comme on parlait d'hospitalité, est-ce que les enfants, quand ils sont amenés à progresser dans le projet, donc à partir du plan, etc., est-ce qu'ils sont accueillants les uns vis-à-vis des autres? Les pratiques sont, j'imagine, qui s'expriment différenciées. Et donc, est-ce qu'il y a cette hospitalité de l'autre, d'une certaine manière? Et là aussi, c'est une histoire de cheminement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a des enfants qui sont plus actifs que d'autres. Donc, il y en a qui font les jeux de ballon, par exemple, qui utilisent tout l'espace, etc. Et puis, il y en a qui sont plus calmes, qui se mettent sur le côté parce que justement, ils ne veulent pas se prendre le ballon dans la figure. Et donc, qui me disent, nous, notre espace préféré, c'est le petit coin là, ici, parce que c'est tranquille. Et en fait, je vois bien assez vite que il y a des différents usages qui se confrontent, et je fais aussi toujours un travail sur comment on pourrait proposer un plan de la cour qui propose des lieux actifs et des lieux calmes, et puis des espaces intermédiaires de passage, etc., de transition. Et donc c'est un code couleur sur lequel il travaille. Et en fait, si je faisais cet exercice au tout départ, on aurait par exemple des plans complètement verts parce qu'il y en a qui veulent que ça soit calme partout, et puis d'autres, ce seraient des plans complètement orange parce qu'ils veulent que ça soit actif partout. Et en fait, plus on avance, et donc on a déjà travaillé sur les usages, qu'est-ce qu'on voudrait faire, et donc on commence à spatialiser aussi les choses, et donc on voit que les enfants réfléchissent à ça et ils disent oui, si on fait un coin calme, moi j'aime bien faire du foot, mais si on fait un coin calme avec des hamacs, ça m'intéresse un peu quand même.
Et donc, voilà, lui, finalement, il a quand même rajouté des petites zones vertes dans son plan. Et vice-versa, en fait, moi, j'aime bien regarder ceux qui font du sport et qui jouent. Donc, en fait, j'aime bien avoir un petit banc, etc. Et donc, en fait, après, il y a des allers-retours qui s'opèrent et on voit que, finalement, il y a une mixité dans les plans et que ça s'équilibre. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que je leur dis toujours qu'on crée un projet qui est collectif. Ce n'est pas une somme d'individus, ce n'est pas une somme de projets individuels, mais c'est bien un projet commun. Et donc, on fait des choix, on abandonne des usages aussi ou des équipements parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc là, ils ont bien en tête qu'on crée un projet pour tous qui doit être adapté à tous les enfants. Alors, finalement, c'est un projet politique. Ce sont des petits citoyens en herbe éduqués, n'est-ce pas ? Marie-Cécile Godwin, sur ce sujet des outils, vous avez été membre du conseil pédagogique du master stratégie et design pour l'Anthropocène, donc avec le trio Emmanuel Bonnet, Diego Landiva, Alexandre Monin, et tout ce monde dont vous, j'imagine, vous avez été très influencé par les Bruno Latour, les John Dewey, les Donna Rawell et Anna Tsing. Et dans cette famille, les étudiants ont appris à concevoir et mener de nouvelles formes d'enquête pour comprendre ce que Latour appelait les situations critiques. Et là, c'est pareil, sur cette question de l'hospitalité, il me semble, mais vous allez nous en parler, ces nouvelles formes d'enquête, justement, elles sont très hospitalières, c'est au sens d'accueillir toutes les formes de situations critiques, mais aussi toutes les propositions, toutes les controverses. Est-ce que nous pouvons parler de ça un moment ? Oui, avec plaisir. C'est drôle parce que du coup, les controverses sont cartographiées par Latour. C'est un de ces exercices connus. Donc, on revient à la cartographie et j'en parlerai ensuite. J'utilise également la cartographie de manière métaphorique dans mes ateliers, parfois. L'hospitalité, elle s'articule, dans la redirection écologique, s'articule de manière un peu singulière puisqu'on essaye d'être hospitalier dans un monde qui devient de plus en plus inhospitalier, qu'il est déjà sur plein d'aspects. Donc on essaye effectivement, à travers cette enquête deweyenne, si je peux dire ça comme ça, très ouverte, vraiment basée sur l'exploration. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On accueille vraiment, c'est l'enquête pauvre, comme dit Emmanuel Bonnet, c'est-à-dire que parfois c'est l'enquête au long cours sur des territoires malmenés, des territoires de montagne avec des stations de ski qui s'écroulent, avec des petits villages derrière, avec des populations qui souffrent, des commerces qui souffrent, des personnes qui souffrent. Et c'est vraiment... on essaye... d'ailleurs, je fais référence à comment il s'appelle, Garmorin, qui vient de nous quitter, qui parlait justement de sa méthode d'enquête qui était extrêmement hospitalière pour le coup, où il développait des techniques pour mettre les gens à l'aise, pour rentrer dans leur monde, pour que finalement l'enquête soit plus comme une observation un petit peu intrusive, mais vraiment quelque chose de très naturel, et que les personnes parlent d'elle en toute confiance. C'est pas du tout une tentative d'intrusion, c'est vraiment plutôt une ouverture et un accueil. Effectivement. Là-dessus, je pourrais dire d'autres choses. Effectivement, sur la cartographie, c'est vraiment quelque chose de très drôle quand tu dis que tu fais cartographier la carte, en tout cas entrer les enfants dans la cartographie de l'école, de la cour d'école. C'est un exercice que j'utilise de manière peut-être plus métaphorique, où je demande aux personnes en atelier, par exemple, de me faire le plan de la maison de leur institution, par exemple. Je travaillais avec un cluster des industries culturelles et créatives qui fédérait plein d'établissements, de théâtres, des institutions, des indépendantes également, des maisons d'édition. Et toutes ces personnes étaient réunies pour qu'on parle justement de leurs concernements, de leurs attachements et de qu'est-ce qu'on peut faire pour naviguer cette fameuse transition écologique, elle aussi inhospitalière. Et donc je leur ai fait dessiner leur institution sous forme de maison, ou leur entreprise sous forme de maison. Donc on avait le balcon des élus, où ils viennent pavaner comme ça, pendant qu'en souterrain, les petites mains viennent travailler sur les mesures RSE qui ne verront jamais le jour parce que tous les projets allaient dans des cul-de-sac. Là, il y avait la bibliothèque de la bibliothèque de l'écologie, mais personne n'y allait parce qu'il y avait un gros canapé devant. Enfin, c'était une façon très intéressante de faire parler les gens de leur situation à travers quelque chose de vraiment extrêmement ludique. Mais on cartographie également, si on parle des outils, on cartographie énormément de choses. On cartographie les parties prenantes. Enfin, on utilise certains outils de la gestion, notamment qu'on vient rediriger pour répondre à nos besoins à nous.
Mais on vient essayer d'expliquer, non pas les parties prenantes d'une entreprise, les personnes qui vont nous donner de l'argent, qui vont nous soutenir, mais plutôt par rapport à une station de ski dont le premier actant est la neige, son absence ou sa présence. Comment on cartographie autour les parties prenantes qui vont venir non plus pivoter autour d'un axe central qui serait l'argent, mais plutôt la neige ou son absence ou toutes les controverses qu'il y a autour, quoi. Donc c'est vraiment un outil très, très métaphorique et d'abstraction qui est très fort, la cartographie, pour le coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres outils. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres outils. Hein. Oui. Peut-être, Sarah Degouis, vous avez parlé du plan, mais peut-être il y a d'autres outils un peu phares, je ne sais pas si c'est le terme, qui vous tiennent à cœur, en tout cas, dont vous avez fait l'expérience que dans une forme de réplicabilité, ils étaient assez performants. Je n'ose plus dire le mot, puisque maintenant on dit plutôt robuste. Mais voilà, peut-être. Oui, un outil que j'utilise beaucoup, c'est la maquette. Donc là, c'est travailler le volume. Et donc, quand on veut concevoir des micro-architectures, des objets, souvent j'ai fait travailler à l'échelle d'un Playmobil. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut que le Playmobil il puisse rentrer dans une cabane, il faut qu'il puisse s'asseoir, que ça ne soit pas immense, il faut que ça soit adapté. Et ça marche très bien. Même là, j'ai fait une expérience récemment où je travaille au Luxembourg pour un musée des enfants et les enfants parlent luxembourgeois, donc ils ne parlent pas tous français. Donc là, j'avais une interprète, mais malgré tout, en fait... il y a beaucoup d'outils qui sont universels, en fait. Le dessin, le plan, la maquette, il n'y a pas forcément besoin de parler. Alors, il y avait évidemment les consignes qui étaient traduites, mais en fait, la main, la manipulation nous permettait pleinement de travailler ensemble. Et ça, c'était intéressant de voir ça. C'est plutôt super riche. Alors justement, dans vos actualités, j'allais vous le dire, il y a ce musée des enfants au Luxembourg sur lequel vous travaillez. Et puis, il y a un autre projet que je trouve tout à fait... dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est cette cabane à son pour bébés à Paris cette fois-ci. Oui, ça c'est vraiment pour moi une commande super intéressante. On m'a proposé de réfléchir à une cabane à son pour les bébés. Alors en fait c'est un centre culturel qui s'appelle la Pop à Paris, qui est dans une péniche, qui fait de la recherche sur le son, des concerts, etc., qui a depuis longtemps souhaité travailler avec des bébés. Donc, ils ont fait un partenariat avec une crèche dans le 19e arrondissement qui est à côté de la Pop. Et ils ont fait un travail avec un designer sonore et 2 chercheuses au CNRS qui sont spécialisées sur le son et les bébés. Et donc, ils ont fait tout un tas d'expérimentations, d'écoute, de réactions des bébés. Donc, c'est des bébés qui vont de 3 mois à... 2 ans et demi, donc ça peut être aussi des enfants marcheurs, donc un peu plus grands. Il y a évidemment une vraie évolution au fil des mois dans cette tranche d'âge. Mais du coup, il y a des expérimentations qui ont été faites autour de 2 paysages sonores, donc l'un qui était le paysage sonore sur la mer et l'autre paysage sonore sur la forêt. Et donc, ils ont fait des expérimentations sur la réaction des bébés en fonction des sons. Donc, c'est des sons soit acoustiques, donc enregistrés dans la nature, soit des sons électroniques, donc inspirés de sons de la nature, mais retravaillés, soit semi-transformés. Donc, il y a un mix, en fait, entre des sons naturalistes et des sons électroniques. Et donc, par exemple, ça donne des sons comme la mouette électronique, où, en fait, les bébés ont vraiment réagi positivement à ce son-là, ou le son du ressac, malgré le fait que beaucoup d'enfants, de bébés à 3 mois n'aient jamais été à la mer, c'est un son qui les apaise et qui fait que en fait, ils se sentent bien. Et donc, on a fait une sélection de sons ensemble.
Donc eux, ils avaient fait tout ce travail en amont, mais il leur manquait la spatialisation de cette question et donc la création d'une cabane qui serait itinérante dans les crèches à Paris et qui permet finalement de transposer, d'expérimenter cette question du paysage sonore. Donc je suis en train de concevoir une cabane qui est démontable, remontable, qui puisse un peu être nomade en fait entre les crèches et je conçois aussi des objets sonores, donc soit des objets acoustiques ou soit des objets qui intègrent les enregistrements conçus par le designer sonore. Et donc c'est assez passionnant de travailler de cette manière-là. Alors là, évidemment, je ne peux pas travailler avec les bébés en concertation. C'est la question que j'allais poser. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, c'est encore plus fort parce qu'il y a une expérimentation qui a été faite pendant 2 ans quand même. Donc là, on les a concertés, mais malgré eux. Et puis là, on va faire des tests. C'est-à-dire, moi, je crée des prototypes des objets et on va faire des tests, évidemment, pour voir si ça fonctionne, si il y a une compréhension de l'objet, s'ils sont adaptés à la forme, à l'ergonomie aussi des bébés. Donc, c'est une autre forme aussi. Mais que je comprenne bien, ça veut dire que l'idée, c'est que c'est les bébés, par telle ou telle action, tel geste, qui vont déclencher le son. Oui, tout à fait, oui. Et que dans cette même cabane à son, il y aura différents sons, par exemple le ressac ou la mouette électronique, c'est ça que, voilà, oui. Ou d'autres. Et que, mais c'est sur la base, j'allais dire, du volontariat, en tout cas de l'action de l'enfant lui-même. C'est pas un endroit où rempli de sons. Non. Alors on a un environnement sonore général. Donc par exemple pour la mère c'est le ressac et après on va avoir des objets que les enfants vont activer pour créer tel son. Et en fait tous les enfants vont pouvoir manipuler chacun leur tour tel objet ou tel objet. Et en fait l'idée c'est que ça constitue un paysage sonore, mais qui est activé évidemment par l'action des enfants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'après, ça c'est le travail du designer sonore, de faire en sorte que ça ne soit pas dissonant. C'est-à-dire que, en fait, là, on fait des expérimentations d'ajouts sonores qui font qu'en fait, on arrive toujours à quelque chose qui fonctionne ensemble et qui constitue un paysage, c'est-à-dire de transposition, qu'on arrive à se transposer comme si on était dans la forêt ou comme si on était en bord de mer, sous l'eau ou à la plage. Donc après, en fonction de ce qui est activé, on a aussi une transposition de l'imaginaire. Et puis voilà, moi je travaille sur comment les objets peuvent être à la fois évocateurs ou par la manipulation donner envie de... Par exemple, on a un poisson qu'on manipule et on a le bruit de la rivière. Et donc, il y a des transpositions d'images qui s'opèrent, des choses qui sont plus figuratives et puis des choses qui sont plus abstraites et qui sont là pour aussi ouvrir les imaginaires. Super. Eh ben, écoutez, moi je pourrais la tester, moi qui ne suis plus un bébé, la cabane à son. Non, c'est pour les crèches. C'est pas possible. Mais je pense qu'il y aura une présentation à la pop. J'en suis très triste. Donc, pour pallier ma tristesse, Marie-Cécile Godwin, vous avez, on l'a dit, vous êtes enseignante chez Strat en particulier. Vous travaillez sur la question, en effet, via le collectif Interstice sur plein de projets, dont une actualité qui est celle des écoles, donc de la ville de Lyon en particulier, à l'aune du monde qui est, c'est-à-dire un monde avec des canicules qui se répètent. Et puisqu'on en a vécu une fin mai, même si aujourd'hui il ne fait que pleuvoir, elle était quand même, elle est dans nos souvenirs. Mais je pense à autre chose qui m'a interpellée. C'est un club, le club des designers de la fin du monde, et j'avais envie que vous nous en disiez. Quel est ce club des designers de la fin du monde ? Oui, tout à fait. C'est un club que je lance pour mes étudiantes et étudiants, s'ils veulent rejoindre avec moi le club des designers de la fin du monde. Parce que quand on me demande ce que je fais dans la vie, vous rigolez, je dis je suis designer de la fin du monde. C'est-à-dire que je m'occupe de comment on va observer la fin de ce monde-là et peut-être en voir émerger un autre avec un petit peu de chance. Et donc ce DDFM... entre nous, rejoint un petit peu les étudiantes et étudiants qui m'ont eu en cours ou qui m'ont pas eu en cours, tout le monde est bienvenu, à venir réfléchir un petit peu sur une des thématiques que je porte, qui est le design notamment,
et sur comment on fait du design autrement. En fait, c'est ça aussi le design, c'est apprendre, pas forcément à arrêter de designer, mais à se dire, on va le déconstruire, ce design, et on va déléguer, on va parfois s'abstenir. Il y a des architectes, ça me fait penser à un projet de Lacaton et Vassal, je crois, qui avait eu, il me semble, une commande de la part de la mairie de Bordeaux pour le redesign d'une place, une petite placette, et qui en fait sont allés faire leur diagnostic et sont revenus en disant il n'y a rien à faire, elle fonctionne bien comme ça. Tout à fait, oui. Et c'est une histoire qui me plaît énormément parce que là c'est non, en fait je n'interviendrai pas, soit par refus parce que il s'avère que soit parce qu'il n'y a pas besoin d'intervenir ou parce que d'autres personnes doivent intervenir et c'est pas moi la bonne personne. Donc c'est un petit peu essayer d'instiller avec ce club des réflexes un peu différents pour dire on n'est pas là pour designer à tout prix, on n'est pas là pour créer à tout prix, on peut aussi retirer, on peut aussi renoncer. On a parlé du renoncement, dire que tout n'est pas possible, on ne pourra pas tout faire dans vos propositions les enfants sur cette cour d'école, mais par contre l'hospitalité le veut, on va faire ensemble et on va trouver un bon compromis, quoi. C'est une question de démocratie aussi et je me dis que ça peut être une bonne idée d'avoir ce petit club pour suivre aussi les élèves que je perds parce qu'ils sont diplômés ou elles sont diplômées et du coup je suis obligée de leur dire au revoir et ça me plaît aussi de garder une trace. Voilà, donc on étudie la fin. De parler de la fin du monde, ça les stimule. Non, mais ils savent, ils me connaissent et du coup, on me présente en général comme ça, malheureusement. Pour revenir à juste un tout court instant sur cette affaire de Lacaton-Vassal, c'est dans une commune à côté de Bordeaux. Ce qui avait à l'époque extrêmement étonné, c'est que c'était une époque où il y avait beaucoup d'argent. Et donc, une équipe d'architectes disent, mais en fait, cette place, elle fonctionne très bien. Donc, ils étaient allés enquêter, en tout cas, tout du moins observer, et donc elle fonctionnait bien, et donc en effet quoi faire à part peut-être tailler de trucs, ravaler une façade, je crois qu'ils ont vraiment il n'y avait la pas place de quoi poubelle voilà. Ou quelque chose. Et à Lyon on avait une expérience un peu identique il y a une quinzaine, peut-être un peu plus d'années. Gilles Clément avait été donc le paysagiste avait été consulté pour le parc de la Tête d'Or et notamment l'entretien du parc de la Tête d'Or, et pareil il avait dit il y a une solution assez simple. Vous lâchez les girafes, puisque nous avons encore des girafes. Vous enfermez les félins, évidemment. Vous fermez le parc, vous lâchez les girafes, et elles vont vous tailler les arbres au vélum absolument parfait. Sur le sol, c'est plutôt les moutons, les machins, etc. D'autres formes d'herbivores, les chèvres pour ça, etc. Et ça fonctionnera très bien. Et à l'époque, la ville de Lyon, feu son maire, n'avait pas du tout apprécié ce genre de réponse que, je pense, on accueillerait très volontiers aujourd'hui, à une époque où l'argent public, en tout cas, se rétrécit comme peau de chagrin. Voilà. Donc on a changé d'époque. C'est peut-être pas celle de la fin du monde, mais on a quand même malgré tout beaucoup changé d'époque. Oui, peut-être. Nous, juste dans notre quotidien, moi, de designer, d'architecte, on répond à des commandes et des appels d'offres. On choisit quand même ce sur quoi on veut travailler. Et il y a des choses où, oui, en effet, on lit les cahiers des charges et on dit on ne veut pas répondre à ça. Soit ça répond à un faux problème ou où justement c'est pas pris par le bon bout et donc on perçoit quand même assez vite quand il y a un problème de commande. Et où quand on voit qu'il y a une ouverture, au contraire, on se dit là il y a une brèche, il y a une possibilité et demandons, proposons, faisons autrement. Et on a quand même une liberté de choix en fait, nous quand même dans nos commandes. Parfois, en effet, on peut arriver jusqu'au point où on dit en fait moi je veux pas le faire. Ça m'est déjà arrivé aussi. Écoutez, je vous remercie toutes les deux, Sarah Legouis, Marie-Cécile Godwin, d'avoir passé ce temps avec nous à imaginer, on va dire, des formes hospitalières de l'espace, mais aussi de l'attitude possible avec les autres pour essayer d'avancer dans ce monde pour le moins troublé, perturbé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.